Bonjour à toutes et tous et merci de rester encore avec nous. Cette troisième partie est un petit peu dangereuse, mais incontournable, celle d'opposer ou en tout cas de mettre en parallèle et de complémentariser et l'intelligence artificielle et l'humanisme et le transhumanisme. Alors on va courageusement aller de l'avant en se rappelant d'abord et avant tout que, effectivement, nous parlons du cerveau, avant toute chose, cet organe merveilleux qui nous ouvre à l'avenir, qui va nous ouvrir à l'avenir déjà in utero, qui va nous confronter au Père ici, à la naissance, qui va aussi nous accompagner pour nous faire nous asseoir, nous mettre debout, avancer, qui va aussi, grâce à ces cellules miroirs, nous montrer que nous sommes des êtres, des individus spéciaux, uniques, à part entière, qui va nous comparer, ces cellules miroirs vont nous comparer à notre interlocuteur. Nous sommes deux personnes différentes, mais nous pouvons tisser des liens sociaux, garantir la cohésion du groupe, garantir l'autonomie de chacun vis-à-vis des autres, et progressivement favoriser notre créativité grâce à la plasticité dont nous avons parlé. Le cerveau est parfaitement merveilleux, comme vous le savez. On en vient à la division de l'intelligence, qui est quelque chose de tout à fait difficile à préciser, mais l'intelligence, ce serait peut-être de dire que c'est faire du lien, choisir, comprendre, apprendre, s'adapter à des situations nouvelles ou modifier l'environnement pour qu'elle s'adapte à ce qu'on décide. C'est une adaptation, une gestion d'adaptation, et faire le lien entre les différents éléments. C'est donc la capacité de traiter l'information pour atteindre des objectifs. C'est différent de l'intelligence artificielle des machines. Ça, c'est la capacité d'un système à correctement interpréter des données externes, d'apprendre de ces mêmes données et d'utiliser ces enseignements afin de réaliser des objectifs et des tâches spécifiques avec une adaptation flexible. Mais ça a un but tout à fait louable, celui du transhumanisme, qui est un courant de pensée selon lequel les capacités physiques et intellectuelles de l'être humain pourraient être accrues au progrès scientifique et technique pour arriver à ce qu'on va appeler l'être humain augmenté. Là où il y a une plus grande différence, c'est que les machines n'ont pas d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité de percevoir ses propres émotions ainsi que celles des autres, à les comprendre, à les utiliser et à les réguler pour atteindre un objectif clairement défini. Cette intelligence émotionnelle va nous servir aussi à avoir plus de créativité, plus de recul, plus de pensée. Donc une machine, elle peut analyser, tirer des conclusions, avec une réalité mathématique qui va peut-être parfois nous faire découvrir des réalités différentes, mais elle est incapable d'inventer vraiment, car pour inventer, il faut penser. Pour penser, il faut oublier. On ne sait pas apprendre une machine à oublier des données. Le cerveau, lui, a besoin de créer. C'est un simulateur inventif qui crée des prédictions. Il fonctionne tout comme un émulateur de réalité, comme un simulateur de vol dans un avion de chasse. Et donc, cette intelligence artificielle est déjà sur le terrain depuis déjà plusieurs années. Elle ne fait que de s'amplifier, tant et si bien et aussi rapidement que finalement, elle nous fait parfois un peu peur. Et on a l'impression qu'on va être dépassé, alors que finalement, ça devait être un outil qu'on devait pouvoir gérer. Et d'ailleurs, dans les medtech, c'est-à-dire les technologies avancées en intelligence artificielle, ce qui est assez évident, c'est que actuellement, l'intelligence artificielle est surtout dans les mains et sous la houlette des grandes industries qui ont de l'argent pour la développer, et que tout ce qui est médical, paramédical, scientifique est un peu à l'arrière-plan parce qu'on n'a pas les moyens. On est donc nous-mêmes utilisés. Pourtant, cette intelligence artificielle devrait être un outil d'incitation, d'ouverture de voie qu'il faut apprendre à gérer sans se faire dépasser. C'est une révolution industrielle, mais il faut aussi tenir compte des aspects éthiques et moraux, et ça nous le verrons, c'est pas aussi facile. L'intelligence artificielle vient en réponse tout de même à 4 grandes problématiques. Des coûts de santé qui vont croissant, les difficultés d'accès aux soins, y compris aussi dans le pays dits riches, encore, la garantie de qualité des soins et de la gestion face à l'explosion des quantités de données. Elle doit aussi aider à mieux choisir le bon diagnostic, le bon acte, le bon traitement,
le bon suivi, avec l'objectif de ne plus rester sur du curatif, mais d'aller vers du prédictif et du préventif. Ça, c'est très intéressant. Et tout cela dans le respect de la vie privée, du droit individuel, etc. Comme vous le savez, on en est bien loin, mais il faut bien y penser, il faut penser dans ce sens-là aussi. Il faut tout de même se remettre en question sur plusieurs points. D'abord, les téléconsultations qui sont un outil extraordinairement avantageux, notamment pour les professionnels de la santé, qui réduisent de 30% les besoins de temps en recherche administrative ou diagnostique, mais il faut effectivement les entrer dans un canevas de remboursement dynamique, dans un canevas de sécurité des données personnelles, et tout cela n'est pas encore vraiment fait. Nous y arrivons, mais la réflexion est entamée. Il faut donc repenser la législation concernant les téléconsultations. Et puis la question, qui serait responsable quand une décision thérapeutique est prise sur base de l'intelligence artificielle seulement et que le médecin ou le paramédical n'a pas osé s'y opposer? Il faut aussi repenser le droit de responsabilité. Et puis se dire aussi que finalement, c'est un faux danger parce que le vrai combat, la vraie concurrence, ça ne se fera pas entre les médecins, les paramédicaux et l'intelligence artificielle, ça se fera entre les médecins, paramédicaux, ingénieurs, sachant utiliser l'intelligence artificielle, et ceux qui ne sont pas formés à cela. Donc il faut aussi repenser les études de médecine et paramédicales aussi au sens large. Parce que cette intelligence artificielle va pousser à travailler non plus en silo, isolé, restrictif, mais en écosystème, dans un mode vraiment interdisciplinaire, où le médecin, le paramédical, va être en contact avec les pharmaciens, les paramédicaux, mais aussi les ingénieurs, l'informaticien, le développeur et les assistants de patients qui sont, comme vous le savez, de plus en plus et justement incontournables. Madame Lara Vigneron du WEL, c'est-à-dire le laboratoire wallon pour une technologie au service de l'humain et de la santé, c'est déjà pas mal, disait ceci dans une interview: les technologies ont une place importante dans le secteur de la santé et cette place ne va faire que grandir. Mais nous devons décider du rôle que ces technologies vont avoir dans notre société. C'est à nous de décider. Et dans une étude à laquelle elle a participé, son association et d'autres encore sous la houlette de la Fondation Roi-Baudouin, il y avait 8 principes qui étaient évoqués pour garder une dimension humaine et pour les scénarios de futur. Et elle résume ça en 3 mots. Il faut donc de la confiance des utilisateurs envers les innovations via la transparence et la collaboration. Il faut une encapacitation des patients pour choisir et utiliser ces technologies à bon escient. Et il faut aussi une durabilité dans une vision éthique et plus globale de la santé. Pour que finalement, comme nous l'avons déjà dit, cette intelligence artificielle nous mène à une santé aux 4 P: prédictive, préventive, personnalisée et participative. Le patient ne peut plus être seulement l'objet, mais le sujet actif, participatif de sa propre prise en charge et de son avenir avec les autres intervenants. Voilà, nous allons donc aborder maintenant les différentes autres conférences. Je cède la parole à notre modératrice. Poursuivons avec la présentation de M. Gaëtan Delmarmol, qui va nous en dire plus sur la tablette de communication Digital Senior. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente, Gaëtan Delmarmol. J'ai créé une start-up il y a maintenant 3 ans qui s'appelle Digital Senior. Et pourquoi la raison de cette création? Mais j'ai constaté que le digital est omniprésent aujourd'hui et il ne fait qu'avancer. On en parlait juste avant avec l'intelligence artificielle au niveau de la santé est tout à fait vrai, mais moi je m'adresse plus à un secteur de seniors et il est fondamental de constater aujourd'hui que, vu l'avancement du digital, les seniors sont un peu laissés pour compte. Donc, j'ai fort réfléchi et j'ai créé, avec l'aide d'un ingénieur, une tablette totalement simplifiée et très intuitive. Alors, je vais qu'on voit bien voilà. Un outil excessivement simple
et, comme je venais de dire, très intuitif, ce qui est très important. Alors aujourd'hui, les seniors sont-ils connectés? Ben oui, de plus en plus, hein, que ce soit au niveau bancaire, au niveau des voyages, etc. Ils sont obligés de se connecter. S'ils ne le font pas, en tout cas, s'ils ne prennent pas le train en marche aujourd'hui, ils vont avoir beaucoup de difficultés. Étude qui a été réalisée par Digital Wallonia, et on voyait qu'en 2017, par exemple, les plus de 75 ans étaient connectés à 30%. Aujourd'hui, ils sont à 58%. Donc, c'est fondamental de vraiment leur trouver des outils pour les aider à profiter de ce digital. Alors, quel est le but avant tout? C'est de communiquer, encore plus aujourd'hui. La tablette a beaucoup plus de sens dans la période sanitaire dans laquelle on vit, où les contacts sont malheureusement fort impactés. Donc, le principal était de trouver aussi une tablette qui permette de reconnecter les générations. Vous connaissez tous WhatsApp, tous les réseaux qui sont mis à disposition, et donc de mettre ces réseaux sur la tablette de façon simplifiée, comme on le verra après dans une petite vidéo. Quelque chose qui est fondamental aussi, c'est de les divertir. C'est vraiment que la tablette reste un outil plaisir, un outil bien-être. Alors, j'ai eu la chance de trouver comme partenaire une société française qui s'appelle Dinseo. Dinseo est une société qui a mis en place des jeux cognitifs qui sont excessivement bien faits. Entre autres, ils permettent chaque année, 2 fois par an, de faire des Olympiades seniors. Ça veut dire qu'ils préparent 20 questions qui vont faire tourner pendant 10 jours pour faire en sorte que les maisons de repos, entre autres, puissent se challenger, et ce qui amène vraiment beaucoup de bien-être auprès des résidents. Et puis, on le sait, plus on va entraîner ces cognitifs, plus on va pouvoir, entre autres, repousser les pathologies comme les maladies d'Alzheimer, donc qui sont excessivement importants. Alors voilà, ça c'est, donc je vous disais, on parlait de la simplicité, du plaisir. C'est vraiment fondamental, et je constate, parce que je customise la tablette, ça veut dire que je me rends chez des clients pour leur mettre la tablette vraiment à leurs besoins. Donc, je vais leur télécharger des applications de bien-être, des applications pour des jeux, des mots croisés, etc. Et aussi, ce qui est fondamental, c'est de voir le plaisir que les seniors qui n'ont pas l'habitude d'aller sur des digitales ont. Par exemple, j'ai eu encore il y a un mois un senior qui me demandait de voir sur Internet où il habitait 50 ans avant. J'ai été sur Google Maps et je lui ai montré son ancienne maison. Autant vous dire que ça provoque beaucoup d'émotions, de l'émotion plaisir pour eux qui est vraiment fondamentale. Donc voilà, ça c'est tout. Alors, je vais vous montrer une vidéo, si la régie veut bien la mettre.
Voilà, donc vous avez pu constater la vidéo que je trouve est excessivement bien faite et vous avez pu constater les touches sont très grandes, donc vraiment tout à fait adaptées. Mais j'insiste vraiment sur ce point qui est pour moi fondamental, c'est que la tablette doit amener du plaisir, du bien-être et surtout rendre la confiance aux seniors et de leur dire que le digital est aussi fait pour eux, ce qui est vraiment fondamental. Aujourd'hui, je suis partenaire aussi avec l'UPE, c'est l'Union professionnelle des ergothérapeutes. Axon, c'est l'association des kinés. Donc voilà, je touche aussi le secteur de la santé et j'en suis ravi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas sur la conception de la tablette, et je vous remercie pour votre écoute. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants d'aujourd'hui parce que vous avez franchement beaucoup facilité ma tâche pour présenter Neuropath. Et je suis heureux de pouvoir présenter un réseau holistique et interdisciplinaire qui comprend les enjeux du traitement de la maladie de Parkinson sous le parrainage de l'EPLC. En fait, ce que Neuropath est une jeune société aussi, qui est établie en Belgique et aux États-Unis, et qui va justement fournir les outils et digitaliser justement cette communication et ce plan de soins entre le patient et l'équipe soignante dans le sens le plus large. Alors, notre but, c'est vraiment d'être une plateforme de référence qui va justement aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et les équipes interdisciplinaires d'intervenir plus vite dans le plan de soins sur base des données non pas seulement cliniques, mais aussi des données de la vie quotidienne pour adapter le plan de soins et créer une qualité de vie qui est meilleure que s'il n'y a pas d'approche interdisciplinaire. Bon, le problème de Parkinson, vous le connaissez, il y a eu très peu de progrès depuis les années 60 ou le levodopa. En général, je ne sais pas, ce n'est pas nécessairement le cas chez vous, mais en général, il y a 2 visites par an chez le neurologue. Le traitement est souvent basé uniquement sur la médication. Et donc, il y a des retards dans le parcours de soins qui affectent la qualité de vie et qui augmentent inutilement les coûts aussi dans les systèmes. Et nous pensons vraiment que tant qu'il n'y a pas des données intégrées, donc c'est-à-dire des données cliniques, mais aussi des données de la vie quotidienne, ça va être très difficile de trouver une guérison. Alors, la bonne nouvelle, et ce n'est pas vous que je dois convaincre, ça a été prouvé qu'une approche interdisciplinaire aide à augmenter la qualité de vie et par exemple un ralentissement de la progression de la maladie peut rajouter 7,4 années de vie ajustées pour la qualité de vie. Donc par rapport aux patients qui ne suivent pas une approche interdisciplinaire, ça peut se traduire aussi dans des bénéfices monétaires nets qui sont très bien documentés notamment aux États-Unis, mais par exemple aux Pays-Bas, avec Bas Bloem, qui a créé Parkinson.net, donc cette franchise interdisciplinaire autour des patients de Parkinson. Des études ont démontré une réduction de 15% des coûts par une diminution des hospitalisations, moins de fractures, etc. Donc, il y a vraiment un enjeu économique aussi. Alors, on parle de pandémie, mais on est d'accord que Parkinson a toutes les caractéristiques d'une pandémie. Il y a 10 millions de patients globalement qui ont été diagnostiqués jusqu'à présent. Le coût annuel est à peu près de 52 milliards de dollars aux États-Unis. Ça va être pareil en Europe. Et de plus en plus, on voit qu'il y a une pénurie de neurologues qui sont entraînés, justement, qui sont formés pour traiter la maladie de Parkinson. Alors, ce que Neuropath veut proposer comme solution, voilà, c'est une plateforme digitale où le patient et les compagnons du patient, les aides-soignants du patient, vont collectionner des données de la vie quotidienne de la façon la moins intrusive possible à travers un téléphone ou une tablette, et ensuite décider de partager ces données justement avec toute cette équipe interdisciplinaire autour du patient, tout en tenant compte, bien sûr, ça a été dit en avant, de la protection des données, etc. Alors, le but, c'est vraiment d'avoir une vue globale sur ce qui se passe avec le patient entre les visites chez les aides-soignants, chez les professionnels, pour que, s'il y a besoin d'intervenir beaucoup plus vite
que d'attendre une autre visite ou une autre consultation, ben, on a les données pour le faire et on peut tout de suite fine-tuner, adapter certains éléments du plan de soins et voir si ça a un effet positif sur la qualité de vie du patient. C'est ça le but de Neuropath. Tout est centré vraiment sur le patient, vraiment une approche interdisciplinaire. On travaille avec des données autodéclarées et cliniquement validées aussi. En fait, on est indépendant des appareils. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser des smartphones de quelque marque que ce soit. Et on est une plateforme ouverte. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas là pour réinventer la roue. S'il y a des solutions qui existent, par exemple, la tablette qu'on vient de voir en front-end, ben pourquoi pas l'intégrer? Pourquoi pas l'utiliser? Voilà. Alors, tout ce qu'on fait, c'est fait avec des patients et des neurologues et des compagnons. Donc, on a organisé des entretiens, des focus groups, et nous écoutons d'abord ce que vous voulez, et après, on commence à concevoir ensemble les différentes solutions. Alors, un peu plus technique maintenant, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Donc, on a développé un outil, une application qui est en fait une interface utilisateur avec 4 fonctionnalités. Donc, le profil du patient que le patient peut remplir et le patient peut ajouter autant de compagnons qu'il veut, que ce soit l'époux, l'épouse, les enfants, des amis, etc., pour que eux aussi peuvent donner de l'input dans cet outil. Deuxièmement, il y a, on en a parlé aussi, un journal de médication. Donc, les médications sont introduites dans le système et chaque fois que le patient est censé de prendre ses médicaments, il y a une alerte sur le smartphone et le patient confirme si la médication a été prise, oui ou non. Troisièmement, il y a un questionnaire sur la qualité de vie. Pour l'instant, on utilise NeuroQual, qui est en fait un questionnaire cliniquement validé de résultats rapportés par le client même. C'est le seul d'ailleurs pour l'instant, donc qui n'a pas besoin d'une intervention d'un tiers, c'est juste le patient qui dit. Et ces mêmes questions seront posées aux compagnons, donc pour voir s'il y a une différence entre ce que le patient perçoit et ce que le compagnon perçoit sur les différents symptômes de la maladie. Et finalement, il y a une fonctionnalité qui est un journal en fait, un journal de notes où le patient justement, et là aussi la psychothérapeute en a parlé, il ou elle peut écrire certaines notes pour justement organiser, pour dire tiens, je dois me rappeler de ça, tiens, je dois en parler avec mon neurologue ou avec mon kiné la prochaine fois. Derrière tout ça, il y a des tableaux de bord et donc cet outil a déjà une certification CE classe 1. Deuxième morceau de technologie qu'on va intégrer, c'est une technologie qui a été développée à Londres. Et en fait, il s'agit d'une technologie justement avec le smartphone aussi, où on va faire au patient, chez lui ou chez elle à la maison, 8 exercices de l'UPDRS. Donc, par exemple, on fait du finger tapping à l'écran, on fait pronation, supination, et en fait, il y a 8 exercices. Si on désire de faire tous les 8 exercices, ça dure 20 minutes à peu près. Et donc, ça permet d'avoir à la maison certains symptômes motoriques ou d'analyser la motricité de certains mouvements du patient. Ce qu'on est en train aussi d'intégrer, et ça, c'est vraiment... j'ose pas encore me prononcer parce que ça doit encore être cliniquement validé, mais en fait, c'est un software qui a été développé par un ingénieur allemand et testé par des patients aux États-Unis, qui en fait utilise les données rapportées par le patient plus les données qui sont captées par une montre Apple pour permettre de suivre la réaction d'un patient au régime médicamenteux prescrit. Donc, si le patient maintenant a 6 mois avant qu'il ne revoie le patient, le neurologue pour éventuellement avoir de la nouvelle médication, ben ici on peut vraiment voir les réactions, l'état on and off, et donc la variabilité chez le patient.
Alors, ce qu'on a développé aussi, et donc en partie, on est aidé par le gouvernement wallon, notamment le pôle de compétitivité BioWin. Avec l'aide d'un partenaire technologique Multitel à Mons, on a développé un outil, un software, qui permet en fait, en gros, de prendre une vidéo deux-dimensionnelle pour extraire la figure que vous voyez ici en 3 dimensions. Donc, de nouveau, ce software permettra que le patient fasse ses exercices à la maison, soit filmé, et ce que nous, on va retirer, c'est uniquement cette figure pour que, de nouveau, on peut suivre, par exemple, l'adhérence à la thérapie physique, mais on peut aussi suivre la progression de certains mouvements et les corréler avec, par exemple, les moments de prise de médication. Donc, ça va donner beaucoup de insights et ça va donner beaucoup de données, justement, à toutes ces équipes pour éventuellement adapter le plan de soins. Alors, dernier morceau de technologie, c'est la voix. Donc, on collabore avec un institut spécialisé dans tout ce qui est la voix, notamment la voix des patients parkinsoniens. Tout d'abord, maintenant, on a créé un outil où on peut avoir de la thérapie vocale. Assez simple pour l'instant. On prononce un A le plus longtemps possible, le plus haut possible. Le smartphone, c'est de créer un agent vocal intelligent. Donc, toujours en interaction avec le smartphone, ou par exemple, des questionnaires vont pouvoir être créés par un neurologue ou un logopède dans le back-office pour demander aux patients de remplir ces questionnaires en répondant justement aux questions verbalement. Pendant que le patient fasse ça, on pourra aussi extraire des biomarqueurs de la progression de la maladie par la voix. Alors ici, vous voyez Koen van den Brande. Koen, en fait, est un patient qui fait partie de notre équipe de management, qui a eu un DBS et qui donc a présenté une approche lors du congrès Parkinson, Worldwide Parkinson Congress en 2019. Donc voilà, on intègre aussi des patients dans notre équipe de management. Alors, les avantages de la solution, c'est qu'effectivement, cet outil ou ces données peuvent aider à individualiser le plan de soins. Par exemple, prescrire une nouvelle médication. Par exemple, changer ou se focaliser sur certains exercices de thérapie physique. Donc, la valeur ajoutée, c'est pas, de nouveau, avec tout ce que j'ai entendu, vous avez bien compris que cette valeur ajoutée est là, de façon interdisciplinaire. Donc, tout le monde peut effectivement suivre le patient de sa propre discipline, mais de façon rassemblée sur une plateforme digitale. Alors, la dynamique de la concertation, et donc, ça fait au moins 3 ans, je pense, ou au moins 2 ans et demi, depuis le tout début du projet que j'ai parlé au docteur Franco. Donc, nous, vraiment, sommes à l'écoute de toute remarque permettant de peaufiner cette approche. Que ce soit, donc, est-ce que c'est le bon contenu? Quelle est l'expérience utilisateur? Quelle est la pertinence clinique? Quelle est la pertinence pour l'utilisateur? Justement, pour peaufiner, parce qu'on est en phase de démarrage de commercialisation, pour peaufiner ces outils et cette plateforme, finalement. Voilà. Je commence pour vous remercier énormément, Dr. Franco. Je suis professeure en informatique et je suis en train d'apprendre énormément avec toutes les présentations que vous êtes en train de faire. Donc, merci énormément pour cette invitation. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter le projet Parkinson.com. Ce projet, c'est un projet financé par Interreg et c'est un projet intertransfrontalier entre Belgique et France. Bon, la motivation du projet, ça vient de l'idée de ce qu'on connaît déjà,
que la fréquence des maladies de Parkinson ne cesse pas de grandir. Donc, on voit dans la littérature déjà qu'il y a 200 000 cas en France, plus de 50 000 en Belgique, et qu'il y a une augmentation de 2 à 3 000 par an. Donc, dans cette situation-là, et à partir d'une étude qu'on a vue de la France Parkinson, qui montre que la maladie de Parkinson est totalement liée au isolement social. Aujourd'hui, j'ai entendu le témoignage et j'étais vraiment touchée parce que j'ai vu plusieurs témoignages que je suis en train d'accompagner. Donc, cette étude de France Parkinson en 2015 a montré que la maladie impacte fortement la vie sociale de malade et que la maladie impacte vraiment la relation avec les autres. Dans ce contexte-là, donc, il y a plusieurs questions liées à voix, liées à comment se communiquer, liées au repli social. Et on a décidé en équipe, donc nous sommes 2 universitaires, chercheuses, des chercheurs qui ont conçu cette idée de ce projet, qui s'appelle ParkinsonCon. Et l'objectif de ce projet est co-construire et rendre disponible un outil évolutif d'aide à la communication avec et pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leur entourage. J'aime bien mettre ici en action cette question de co-construction parce que nous sommes des chercheurs, mais sans la participation des aidants et des patients, nous sommes tous en train d'écouter ici, c'est impossible de faire ça. Donc, c'est avec eux qu'on est en train de faire ça et c'est pour eux. Et je voudrais aussi mettre en action ici la question de évolutive. L'idée ici, c'est qu'on connaît bien que la maladie est évolutive par rapport à les questions de communication. Donc, l'idée ici, c'est qu'on puisse proposer un outil qui s'adapte en considérant l'évolution, l'état du patient, de la personne atteinte de maladie de Parkinson par rapport à la communication. Pour faire cela, on a défini 3 grandes étapes. Une première étape de recherche et analyse des besoins. Après, on va partir pour une étape de co-construction et évaluation de cet outil. Et finalement, on va faire des formations transfrontalières. Bon, les recherches et analyse des besoins ont commencé en juin de l'année passée. Bon, le projet était conçu, on n'avait pas la crise sanitaire. On attendait pouvoir aller au terrain et voir les personnes et discuter avec des personnes directement. Cependant, on a eu la crise sanitaire, donc on a dû nous adapter. Donc, cette phase de recherche analyse des besoins, on a commencé avec une large étude de la littérature noire et grise en informatique médicale pour comprendre mieux la maladie, les difficultés de communication, pour écouter des témoignages, lire des témoignages des usagers et de l'entourage. Et à partir de cette étude, on avait plusieurs informations. Donc, on a dit, bon, maintenant, il faut qu'on confirme certains de ces résultats. Donc, comme on ne pourrait pas visiter les associations Parkinson pour discuter personnellement, on a élaboré un questionnaire en ligne pour confirmer certains résultats. Bien sûr qu'on sait bien que questionnaire en ligne, ce n'est pas tout le monde qui utilise l'ordinateur, mais notre idée, c'était confirmer certains résultats de la littérature. Et aussi, on a commencé à réaliser des entrevues avec des professionnels, des neurologues, des psychologues, aidants et des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Donc, comme je vous avais dit, pour ces questionnaires en ligne, on n'a pas eu énormément de réponses, mais c'était disponible pendant 1 mois et l'idée, c'était seulement confirmer les résultats. Si c'est seulement pour que vous avez une idée, c'était vraiment comme notre projet est transfrontalier, c'était plusieurs réponses en Belgique et en Hauts-de-France et en France. Vous voyez là, c'est donc surtout Hauts-de-France qui c'est la partie transfrontalière avec Belgique. Et on a eu quelques réponses d'Espagne et Canada. Mais donc, la partie France-Belgique est bien couverte. Par rapport à la question, à difficulté de communication, on a eu plusieurs items qui ont été identifiés comme des difficultés, comme par exemple la question des voix faibles d'intensité, la question des difficultés de trouver des mots quand les personnes sont encore en train de parler, ou même quand ils sont à l'écrit, oublient qu'est-ce qu'ils doivent écrire, une fatigue claire liée à la communication, pendant la communication, et d'autres questions. Bon, on a un rapport détaillé qui va être disponible à la communauté. Mais on a vu aussi que quand on a demandé dans quelle situation vous vouliez
pouvoir se communiquer avec votre entourage, et c'était surtout pour discuter un sujet de l'actualité, faire une demande spécifique, exprimer un sentiment, mais au même temps, on a vu qu'il avait plein d'informations, mais ces trois-là, c'était les principaux. On a fait aussi un ensemble d'entrevues avec des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou avec des aidants à distance en ligne. C'était des moments vraiment très enrichissants pour notre projet. Donc, on a des heures d'entretien, tout transcrit et analysé qualitativement. Et on a identifié plusieurs besoins par rapport à la communication. Par exemple, pour préparer un dialogue, avant d'aller dans une discussion, pour un texte, ou même une phrase qui pourrait être répétée, pour être une aide au quotidien pour la personne, par rapport à des rendez-vous, etc. Pour participer à un jeu collaboratif avec ses petits-enfants, d'une façon qu'ils puissent encore faire une demande, aider à trouver un mot, ou dans un dialogue online, ou par écrit. Et aussi obtenir plus d'informations sur la maladie, communiquer avec son réseau des amis, des personnes qui attendent aussi de cette maladie pour échanger des informations. Donc, ça, c'était plusieurs réponses qu'on a eues par rapport aux entrevues. Et bien sûr, notre projet est un projet qu'on doit finaliser jusqu'à décembre de l'année prochaine. Donc, on a un timing de temps pour réaliser. On ne peut pas tout faire. Et nous sommes avec des neurologues pour définir quelles sont les priorités et qu'est-ce qu'on va travailler, qu'on commence à travailler à partir de maintenant. Donc, ces logiciels, qu'est-ce qu'on va faire de ces logiciels? En vérité, le but de ces logiciels, c'est être une aide à la personne atteinte de la maladie de Parkinson pour préparer un dialogue, préparer un texte, préparer une phrase, préparer quelque chose qu'ils veulent dire, qu'ils veulent partager avec ses proches, avec ses amis. Et tout ça soit réalisé dans un ensemble d'une façon ludique, pour motiver les personnes à utiliser. Je vais utiliser les mots de mes collègues qui viennent de parler, pour que ce soit un plaisir, que cette tablette devienne une façon de se communiquer avec ses proches et avec ses amis et toute la famille. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse utiliser, par exemple, des jeux, des motivations, des bonus pour inciter à la communication. Bon, c'est un projet, c'est un grand défi, ce projet. Et pour réaliser ce projet, bien sûr qu'on a dû faire, on a senti le besoin de faire un partenariat multidisciplinaire. Donc, de notre côté, on a une équipe de neurologues, d'orthophonistes du centre hospitalier de Lille et de Bruxelles, donc les deux centres universitaires de Lille et Bruxelles. On a sans eux, je répète souvent ici, et je remercie énormément à l'association Parkinson SBL de Wallonie, ici représentée par Dr Franco et Madame Tirfé, qui est toujours à notre écoute. Donc, les associations Parkinson de Wallonie, de France Parkinson, dans le cas au Pas-de-Calais, c'est Nord et Pas-de-Calais, et l'association LIGA, en Flandre. Les trois sont partenaires de notre projet, exactement pour nous aider dans cette co-construction. D'autre côté, on a deux universités. Donc, on a l'Université de Mons, plus spécifiquement une équipe de psychologues du Centre d'orpédagogie clinique de l'Université de Mons. Et on a l'Université Polytechnique de France, où je travaille, que je suis professeur dans les laboratoires d'automatique mécanique, informatique, industrielle et humaine. Et donc, c'est une équipe spécialisée dans l'interaction homme-machine, c'est-à-dire interaction des personnes avec l'ordinateur. Donc, cette équipe est en train de concevoir un logiciel qui soit vraiment facile, ludique à utiliser. Et on a avec nous aussi une entreprise de Belgique qui s'appelle Dragonslide, qui est un partenaire qui nous amène cette idée d'outil final qui soit vraiment utilisable et qui puisse être vraiment utilisé. Parce qu'au final de ce projet, notre mission avec Interreg, c'est de disponibiliser un outil d'aide aux Parkinsoniens qui soit gratuit et disponible à tous. Donc, on a aussi le soutien de l'Association l'Association européenne de la maladie de Parkinson. Ils ont aimé le projet, ils ont donné le soutien. Et notre sponsor, c'est Interreg,
un programme européen d'Interreg spécifique dans la question d'inclusion sociale. Et aussi, on a l'agence AVIC de Wallonie qui est en train de financer les projets du côté Belgique. Donc, comme je dis, c'est un projet qui a commencé l'avril de l'année prochaine et on doit finaliser en décembre de 2022. Donc, je vous invite à nous suivre par Internet. On a notre projet parkinsoncamp.eu. Donc, on met souvent des informations et les résultats, on est en train d'ajouter récemment plusieurs documents sur les projets, sur l'avancement des projets et sur des demandes d'aide. Et je profite de l'occasion pour dire aux neurologues présents, pour dire aux témoignages présents. Donc, on a besoin de vous, on a besoin des neurologues qui veulent nous aider, on a besoin de témoignages et des aidants qui veulent participer de ce projet qui est développé avec vous et pour vous. Merci beaucoup de votre attention. Alors, je vais aussi déjà remercier Dr Franco de m'inviter à ce congrès, alors que moi, je suis biologiste médicale, mais j'ai fait une reconversion, je suis devenue coach professionnel il y a 20 ans maintenant. Alors, le titre, on l'a trouvé ensemble avec le Dr Franco, c'est le coaching ou comment gérer humainement l'humanisme augmenté promis par l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai qu'en écoutant toutes les conférences que vous avez donné là, on se rend compte que tout ça est bien intéressant, bien technique et qu'il ne faut pas oublier justement le côté humain. Et c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu du coaching évolutif et ce qu'il peut apporter dans l'accompagnement des personnes. Alors, ce que je voulais vous expliquer pour commencer, c'est que souvent, quand on apprend quelque chose de nouveau, on est dans le déni, et que ce soit quand c'est l'apprentissage de la maladie, je suppose que le projet n'est pas de tout de suite mettre une tablette dans les mains de quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a cette maladie, parce qu'il y a d'abord à digérer la maladie. Mais une fois que la maladie est installée et qu'on va apprendre à utiliser un nouvel outil, là aussi, il peut y avoir un refus de voir la réalité, un refus de prendre en compte la situation, la réalité de la vie. Et donc, c'est un mécanisme de défense naturelle que tout le monde a étudié. Si vous êtes dans le métier, vous savez que la première chose quand on annonce un événement grave, une maladie grave, c'est qu'il y a un déni. L'apprentissage aussi d'une nouvelle technique quand on n'en a pas envie peut provoquer le déni. Et donc ici, c'est juste un petit rappel par rapport à ce qui se passe dans le cerveau, c'est que vous avez le cerveau pensant, le néocortex, qui peut comprendre comment on utilise le matériel, comment on utilise une tablette. Il y a le cerveau limbique qui, lui, va gérer les émotions, et puis il y a le reptilien qui, lui, est le réflexe de survie. Et donc, si la personne est en stress, elle va plutôt appliquer son reptilien. Et si je vous parle de ça, c'est parce que bien souvent, les personnes stressées qui vivent l'apprentissage de quelque chose de nouveau se mettent involontairement en tétanie. Et donc, quand la personne est en tétanie, elle ne comprend rien de ce qu'on lui veut, de l'explication. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir être très enrobant, très bienveillant avec ces personnes, pour se dire, oui, au fond, c'est normal que la personne n'est pas tout à fait prête à intégrer une nouvelle approche, une approche qui sort des habitudes. Et donc, c'est une invitation à reconnecter le mental avec le cœur et donc de mettre beaucoup d'humain dans la relation, dans l'explication que l'on peut apporter. Alors, le coaching ici, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai entendu madame juste avant moi qui parlait d'évolutif, et moi j'ai aussi abordé le coaching évolutif, c'est-à-dire qu'on s'adresse à la personne là où elle est, à son niveau de conscience, à son niveau de capacité d'apprendre les choses. Et donc ici, vous avez dit aussi, il faut évoluer avec le patient en fonction de là où il est. C'est pour ça que le coaching est une invitation à voir comment l'événement de la vie peut être une invitation à grandir et pouvoir y mettre du sens, justement.
Alors, pour les patients, si on approche le patient, le coaching du patient, on va l'accompagner à gérer ses émotions et à se fixer des objectifs. Donc, c'est lui qui prend les commandes de sa vie et on l'aide à faire un pas à la fois et à fixer ses objectifs lui-même. On ne lui en donne pas, mais on l'aide à choisir ce qu'il est capable de faire et à pouvoir gérer ses émotions. Si on coach les proches, on va coacher plutôt la recherche de nouvelles solutions. Comment est-ce que les personnes peuvent s'adapter, trouver des solutions pour aller vers une facilité de vie. Et donc, c'est vrai que les tablettes peuvent faciliter, mais peuvent aussi compliquer. Et donc, on peut accompagner les proches à trouver la solution qui leur convient le mieux. On peut aussi coacher les soignants pour les rendre pour comprendre aussi que le patient est un acteur, qu'il peut être autonome, et donc aider les soignants à se positionner en coach quelque part avec leurs patients. Ça, c'est aussi la place du coaching évolutif. Et puis après, on peut aussi coacher des équipes, et je voyais toutes vos interactions entre les différents acteurs, puisqu'on parle aujourd'hui de synergie entre différents acteurs qui ont différentes approches. Bien là aussi, le team coaching permet de gérer au mieux le qui fait quoi quand, qui décide, et c'est ça que le coaching peut aussi apporter dans cette approche. Alors voilà aussi quelque chose de très important pour commencer un coaching, c'est poser un cadre. Et ce cadre se veut bienveillant. Donc en fait, c'est le brick, ce sont 4 valeurs importantes. Ça veut dire qu'on va considérer la personne qui est devant nous, qu'il soit le malade ou le proche du malade, avec bienveillance. On va le respecter totalement, ça veut dire sans aucun jugement. Le coaching invite à accueillir la personne là où elle est, sans jugement, avec vraiment une acceptation absolue. Ça demande de l'implication. Donc là aussi, dans le cadre, on explique qu'on n'est pas là pour faire à la place, mais on est là pour aider à ce que la personne s'implique. Et puis, on part d'un postulat qu'on lui fait confiance et qu'elle est capable d'aller elle-même vers un apprentissage, vers un objectif, vers quelque chose de nouveau. On lui fait confiance a priori et on l'invite à se faire confiance. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de très riche et très puissant, si on peut vraiment l'intégrer dans l'approche que l'on va avoir avec tous les acteurs, je vais dire, de l'accompagnement du malade et avec le malade lui-même. Alors, une fois qu'on a mis en place ce cadre, on pourrait parler que le coaching, c'est de la salutogénèse. Alors, la pathogénèse, vous connaissez, c'est étudier comment une maladie est arrivée chez le malade. On va étudier les causes. Par contre, la salutogénèse, c'est aller étudier comment on va trouver son salut ou comment la personne va aller vers quelque chose qui va l'aider à aller mieux. Et donc, pour ça, c'est de la compréhension de ce qu'il se passe. C'est une invitation à la résilience, accepter ce qui est, avec énormément d'empathie pour ce qui est aussi, parce que ça, c'est très important. Et donc, dans cette salutogénèse associée au coaching, il y a d'abord le mental, l'intelligence, c'est-à-dire d'écouter la personne que l'on va accompagner avec beaucoup d'attention, écouter ses émotions, l'aider à comprendre et à savoir que faire de ce qui lui arrive, de ce qu'on lui propose de faire. Et puis, y mettre du sens, l'aider à trouver du sens et des valeurs par rapport à ça. Et puis, ensuite, et ça c'est vraiment le coaching, la mise en action. Donc, ça fait partie de cet accompagnement bienveillant, de comprendre d'abord avec la tête, trouver du sens et puis mettre en action. Alors voilà les questions, si vous avez envie d'entamer du coaching, voilà comment vous pouvez intégrer le coaching pour vous. C'est d'abord écouter avec bienveillance, première étape. Ensuite, expliquer, et là j'ai mis expliquer l'utilisation de la tablette. Et c'est vrai qu'il y a une partie, quand je dis écouter, c'est un état dans lequel on se met au service de la personne qu'on va accompagner. On l'écoute, on lui demande comment elle va, quelle est la situation, et puis on va lui expliquer
le comment ça marche, le comment elle peut aller mieux en utilisant les nouveaux outils. Donc, et alors j'ai écrit plusieurs fois, parce qu'il faut se dire aussi que la première fois, peut-être que la personne était trop émotionnelle pour l'intégrer. Donc, avec bienveillance, on peut répéter les choses plusieurs fois. Bien sûr, de nouveau, accueillir l'émotion, parce que l'émotion est là, dans les différents, les proches et la personne malade. Aider à trouver du sens, parce que cette nouvelle approche peut être tellement exceptionnelle, tellement magique, on va se dire, ouais, c'est formidable ce qu'on offre à la personne, mais en même temps, c'est un peu compliqué de se lancer, même si ça a l'air très simple, pour la personne qui découvre la tablette pour la première fois à un âge souvent déjà avancé, c'est pas facile. Donc, il faut pouvoir l'aider. Et j'ai vu dans vos présentations que si on y met d'autres outils ludiques, ça peut aussi donner du sens à l'utilisation de l'outil. Alors voilà, inviter à oser. Et j'aime bien le mot « oser » parce que souvent, le premier réflexe, ça sera de dire « oh non, c'est pas pour moi ». Et puis, inviter à oser pour voir que ça peut apporter une valeur ajoutée humaine, une valeur ajoutée de meilleure compréhension les uns des autres. Et puis, toujours en coaching, on demande la plus petite action possible, un pas à la fois. Donc, si vous entrez en relation avec quelqu'un pour lui expliquer comment utiliser l'outil, vous lui expliquez avec le plus de bienveillance possible, vous l'accueillez dans ses émotions et puis vous l'invitez à choisir un petit objectif, une petite action, un pas à la fois. Et ça va être nourrissant parce qu'une fois que la personne se met en mouvement, vous pouvez la féliciter et arriver à valoriser l'utilisation de l'outil. Si nous utilisons le coaching en collectif, comme je vous voyais aussi parler de beaucoup de partenaires, quand on est dans le team coaching, les différents partenaires coexistent. Il faut évidemment écouter les idées des différents partenaires, savoir décider ensemble. Dans l'intelligence collective, il y a qui décide quoi. On part d'un idéal et puis on met en pratique. On apprend à se structurer. Et puis, on choisit aussi en intelligence qui va coordonner, qui décide, qui met en place, et on choisit les actions concrètes. Donc, ça, dans l'intelligence collective, il y a l'appreciative inquiry qui dit dream, design and develop. Donc, en moment, on met en action. Donc, ça, c'est ce que vous faites beaucoup. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que vous coordonnez chacun plein beaux projets et le coaching d'équipe, le coaching collectif peut vous aider à encore plus mettre vos idées en commun. Voilà, moi ce que je voulais dire dans cette présentation, je vois que je ne passe pas, voilà, c'est que pour moi le coaching c'est accompagner humainement un homme ou une femme augmenté par l'intelligence artificielle avec bienveillance, respect, implication et confiance. Et c'est surtout rendre la personne, le patient, acteur et responsable. Le regarder avec pas une posture de victime, mais une posture d'adulte qui est responsable de son évolution. Et si vous le regardez avec confiance comme ça, avec bienveillance, les choses vont aller beaucoup plus vite et beaucoup plus humainement. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir invité à ce congrès. Alors voilà, nous sommes arrivés presque au terme de ce congrès webinaire et j'espère que les différentes présentations ont répondu à vos attentes et que vous avez encore de nombreuses questions à poser. Pour cet échange de questions-réponses et le quiz proposé, je cède la parole à Madame Virginie Diric, neuropsychologue, et Monsieur Bruno Scafidi, kinésithérapeute. Bien voilà, on peut considérer que c'était effectivement très très intéressant de mettre en évidence les outils actuels pour la détection, la prise en charge et permettre aux patients un retour un petit peu. Donc, la prise en charge, comme je disais, et aider le patient à avancer un petit peu avec les outils. La boucle était bouclée
avec Madame Watts, qui effectivement amène ce côté humain et important pour permettre aux patients d'utiliser ces fameux outils. Et donc voilà, quelques questions ont été posées concernant la mise en place de ces outils et savoir un petit peu ce qu'on peut faire, pas faire, qui peut les utiliser, ne pas les utiliser, peut-être le coût aussi. Et là, je vais laisser la place à Virginie pour revenir sur ces différentes questions. Mais voilà, d'abord, merci à tous. C'est vrai que c'était très intéressant, cette session 3, qui est un sujet un peu moins habituellement abordé. Ce que j'avais envie vraiment de pouvoir relever dans ce qui traversait les différents exposés, c'était cette notion de construction et d'adaptation de l'intelligence artificielle à la réalité du patient ou de son environnement. Donc, on n'était pas dans une démarche où c'était la technologie qui s'imposait, mais bien la technologie qui venait au service d'eux, idéalement. Donc ça, c'était vraiment des choses voilà, qui ont traversé un peu à travers différents commentaires et observations de notre part. Dans les questions, mais c'est des questions un peu plus pratico-pratiques, avec quand même une vision assez centralisée sur le pouvoir d'être utilisé réellement en pluridisciplinarité. Donc, il y a des questions qui relevaient essentiellement concernant le digital senior et neuropathe, qui étaient, tiens, comment on fait pour y avoir accès en tant que professionnel? Est-ce qu'il y a un coût? Est-ce qu'il y a des technologies particulières? Comment est-ce que ça s'articule? Donc ça, on pourrait peut-être avoir un petit écho de M. Delmarmol et de M. Tass à ce sujet-là. Et il y avait également une question en lien avec le fait que, étant donné qu'il y avait de plus en plus de cas et qu'on imaginait bien qu'avec le vieillissement de la population, mais aussi les détections précoces, on allait encore avoir davantage de détections de Parkinson, c'est de se dire, si on le considère comme une pandémie finalement, mais comment se positionner par rapport au pouvoir public et finalement quel impact ça pourrait peut-être avoir dans la visibilité et dans le soutien aux différents développements. Donc ça, c'était une question un peu plus ouverte. Et puis, il y avait des questions liées aussi essentiellement à l'exposé du docteur Franco, notamment voilà, concernant ce qui avait été évoqué par rapport au fait que l'intelligence artificielle n'avait pas de lien avec les émotions. Il y a eu un participant perspicace qui a parlé voilà, de la quantique, qui est ce nouveau développement au niveau technologique où on parle évidemment d'une certaine appropriation émotionnelle, même si voilà, elle n'a pas toute cette dimension humaine. Donc là, on rentrait déjà dans des choses un peu plus pointues. Moi, je proposerais peut-être de d'abord rebondir sur les questions qui s'adressaient à M. Delmarmol et à M. Tass, notamment concernant l'accessibilité, le côté pratique d'accessibilité, donc à savoir quels outils, quel prix. Et voilà. Et en tout cas, souligner que dans les deux cas, il y avait vraiment ce côté d'initiative positive pour pouvoir digitaliser nos aînés dans un premier temps et donc concourir à les intégrer dans la société d'aujourd'hui qui est très, très digitalisée. Voilà, M. Delmarmol, M. Tass. Je vais répondre à votre question. Merci en tout cas, à celui qui l'a posée. Aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est que moi, par exemple, quand je vais dans une maison de repos, je m'adresse d'abord soit au directeur ou aux ergothérapeutes qui vont utiliser la tablette comme outil de travail. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'avais comme partenaire d'Inseo, qui est une société française qui a développé des jeux cognitifs. Et en plus de ça, ils permettent aux ergothérapeutes, par un résultat des questions posées, à voir l'évolution du senior qui va participer. Je m'explique, si par exemple, il répond 10 sur 10 aux questions, une semaine après, ça devient 9 sur 10, il y a des signaux qui vont alerter l'ergothérapeute ou le médecin de la maison de repos en disant, tiens, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, par rapport à ça, ça permet une analyse où ils vont détecter le début de la pathologie d'Alzheimer, par exemple. Donc voilà, c'est quand même excessivement intéressant. Et puis, vous demandiez par rapport au coût. Aujourd'hui, cette tablette, je la commercialise à 329 €. Donc, ce qui n'est pas
exagérer. Je ne veux surtout pas que le prix soit un frein pour cette catégorie de personnes qui, de temps en temps, n'ont peut-être plus trop de moyens. Et je ne veux pas que le coût soit vraiment une barrière au digital, parce que de plus en plus, et on rentre dans ce qu'on appelle la silver economy, que probablement beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, c'est vraiment cette économie dédicacée aux seniors. On est dans le papy boom, donc il y a de plus en plus de seniors et comme je disais tout à l'heure, l'omniprésence du digital fait qu'on doit impérativement trouver ces outils pour les aider à utiliser le digital. Merci. Dans les différents participants, si vous avez encore des questions, vous pouvez nous les envoyer. Comme ça, si vous n'avez pas eu la réponse à votre question, on les retransmet aux orateurs. Je ne sais pas si Monsieur Tass, vous vouliez… Oui, mais comme je vous ai dit, Neuropath n'est pas encore commercialisé sur le marché, donc les applications sont dans les stores, Apple et Google. Par contre, on les utilise toujours dans un environnement de projet pilote contrôlé pour l'instant. Au niveau des coûts et des revenus, c'est toujours la question à 1 million. C'est-à-dire qu'il y a différents systèmes dans la santé numérique ou différents modèles de revenus. Il y a des modèles de revenus où il y a une partie qui est payée par le patient, le professionnel. Il y a des modèles de revenus qui sont payés par l'industrie sur certains projets, sur des données anonymisées, bien sûr. Il y a certains modèles qui sont des modèles qui sont payés par les employeurs. Par exemple, dans le diabète, c'est l'employeur qui paie en fait l'utilisation de l'outil pour que son employé ait une meilleure gestion de sa santé. Maintenant, le but final de Neuropath, c'est bien sûr de pouvoir être remboursé à la fin. La Belgique a pris un peu les devants en Europe avec les annonces du gouvernement d'il y a à peu près un mois. En Allemagne, ils sont déjà une étape plus loin où ils disent, voilà, les outils digitaux, on peut déjà commencer à les rembourser même avant que leur valeur clinique ait été prouvée. Par contre, il faut bien sûr le prouver par ailleurs, après. Alors, comme je passe une partie de mon temps aux États-Unis, et le docteur Franco en a parlé aussi, la téléconsultance, Neuropath permettre à la téléconsultance, et notamment lors de la crise Covid, l'INAMI américain donc, a créé des codes supplémentaires pour les professionnels, donc les healthcare professionals, que ce soit le neurologue, que ce soit le physiothérapeute, que ce soit le logopède, pour être remboursés justement pour avoir une consultation à distance. Et notamment au début du Covid, aux États-Unis, quand un patient allait visiter un neurologue à l'hôpital, ça coûtait $200. Quand le neurologue allait visiter le patient dans un centre de communauté, en fait, le remboursement était de $100. Et quand il y avait une téléconsultance, c'était $0 de remboursement. Aujourd'hui, depuis un an, ça a été augmenté à $100 aussi. Donc, c'est incontournable, cet aspect de santé numérique. Et aussi, je pense que le Dr Franco en a parlé aussi, ça ne sera plus dans des silos, parce que Neuropath veut bien créer une plateforme pour la maladie de Parkinson et tendre éventuellement à des maladies neurodégénératives. Mais de toute façon, tôt ou tard, on sera intégré dans une plateforme beaucoup plus grande qui va avoir justement une vue holistique. Je dirais même surtout pour la maladie de Parkinson, qui a quand même plusieurs comorbidités qui sont attachées à la progression de la maladie. Et c'est là, je pense, où on peut vraiment faire une différence. Et on voit ça dans les marchés aussi. C'est une tendance incontournable. Voilà. Merci. Au docteur Franco, on ne vous entend pas. Ce que je voulais simplement ajouter pour les 3 intervenants de l'intelligence artificielle au sens pur, c'est que avant de les inviter à faire partie du programme, je me suis entretenu avec chacun d'entre eux très longuement et de façon répétée. Et donc, vous avez été choisis en fait parce que vous êtes assez complémentaires et chacun d'entre vous offre une vision vraiment tout à fait différente et complémentaire aux autres, avec une texture qui était tout de même assez saine, m'a-t-il semblé,
pas lié d'emblée au profit financier et avec un questionnement sur comment vraiment répondre aux attentes et aux besoins du patient. C'est ce qui nous a plu chez vous. Et puis, on a voulu aussi inviter Madame Watts pour effectivement finir autrement les choses, comme vous l'avez vu. Mais vraiment, vous avez été choisis tous les trois, parce qu'en plus, je pense intimement que vous êtes assez complémentaires, et je me demande s'il n'y aurait pas des points à faire entre vous trois. Je laisse ça là, je vous laisse y réfléchir. Est-ce qu'on peut continuer avec vous, docteur, concernant les questions notamment de quantique et autres par rapport à l'intelligence artificielle et les émotions, brièvement? Je vais vous poser la question parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais donc, dans votre exposé, vous disiez qu'une des grandes différences entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, c'était l'accès aux émotions et à la prise de décision parfois irrationnelle liée aux émotions. Oui. L'informatique quantique, donc qui est vraiment un développement au niveau intelligence artificielle, aborde quand même pas mal ce problème-là. Mais et donc la question du participant était de se dire, tiens, est-ce que le problème n'est pas en partie résolu? C'est une question très pointue. Oui. Je vous avoue que ça m'intéresse parce qu'en vous écoutant, je m'étais fait la même réflexion. C'est clair que dans un exposé, on essaye de simplifier, mais tout cela n'a rien à voir avec l'évolution des choses. Et effectivement, c'est vraiment le terrain de combat entre l'intelligence artificielle et l'être humain. Et naturellement, je ne voulais pas dire par là que rien n'est tenté. Je ne voulais pas dire par là qu'il y a une différence à trancher, mais d'autre part, je pense que nous devons connaître, comme votre interlocuteur en parlait, les différentes tendances en cours, de façon à pouvoir continuer à pouvoir les gérer. Ce sera de toute façon toujours une question de gestion. Parce qu'effectivement, il y a toute une série de questions qui resteront toujours en cours. C'est d'une part la responsabilité des prises de décision. Et ça, il faudrait effectivement qu'on prenne une décision. Ce n'est jamais une décision simplement logique. Elle est toujours empreinte d'émotion. Lorsqu'on veut établir un souvenir, il est toujours lié à une émotion, sinon il n'y a pas de souvenir. Si on ne s'arrête qu'à l'analyse, effectivement, il faut que l'émotion y entre. Mais cette émotion, quoi qu'on fasse, j'espère en tout cas qu'elle restera notre propriété, en tout cas la plus fine, et que l'intelligence artificielle nous gardera tout de même une part d'humanisme pour qu'on puisse effectivement continuer à gérer. Voilà. Mais ceci dit, il y a des choses qui sont tentées naturellement, parce que, effectivement, d'autre part aussi, d'après ce que je sais, l'intelligence artificielle étant surtout basée sur les mathématiques tout de même, qui sont une science incontournable, ces mathématiques nous font découvrir des vérités qu'on ne soupçonnait même pas, de nouvelles vérités, qu'on devra aussi intégrer dans notre façon de voir et qu'on devra aussi intégrer dans notre façon d'appréhender l'avenir. Mais j'espère tout de même que nous garderons une certaine gestion humaniste et qu'il s'agit bien de favoriser un humanisme augmenté et pas une machinerie augmentée, naturellement. En tout cas, Madame Watts a bien conclu en montrant comment le côté plus humain pouvait nous aider justement à intégrer d'une manière complètement souple et réfléchie et appropriée des outils de l'intelligence artificielle. Peut-être on peut continuer avec vous, docteur, et revenir sur deux questions qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder sur le passage de la session 2 à la session 3, sauf si différents intervenants voulaient encore poser quelques questions ou donner des compléments concernant cette session sur l'intelligence artificielle. Bien. Voilà, donc il restait deux questions tout à l'heure qui avaient été posées en fin de session 2, qui étaient notamment la question du test de l'odorat comme détection de la maladie de Parkinson, puisque vous l'aviez évoqué comme un trouble, et de voir si on pouvait aller jusqu'à un test prédictif, et également une réflexion quant à l'absorption des médicaments qui peut être problématique, étant donné que parfois il y a des troubles de la déglutition dans la maladie de Parkinson, mais voir un petit peu à ce niveau-là quelles étaient les pistes proposées pour dépasser ces soucis-là. C'est clair que la détection d'un trouble de l'odorat est une chose qui est très fine, mais aussi très difficile à cerner. Certains centres neuro-ORL
très sophistiqués en Belgique même y arrivent, mais avec une panoplie de testing et de finesse d'exploration qui ne sont pas à la portée de tout le monde, il faut bien le dire. Mais là où finalement, et on retrouve tout de même un trou de l'odorat dans plusieurs autres maladies, comme dans la sclérose en plaques aussi, il y a aussi un trou de l'odorat qui est prémonitoire. Donc, c'est plus un faisceau d'arguments qu'il faut regarder. Et en ce qui concerne les odorats, en fait, c'est de se dire brutalement, mais je n'ai plus d'odorat, alors qu'il était intact. J'ai été voir mon ORL et il n'y a pas de cause à ce trou de l'odorat. J'ai fait une résonance magnétique et il n'y a pas de cause à ce trou de l'odorat. Donc, il se passe autre chose. Et si en plus, parce que j'ai quelques patients comme ça qui ont consulté, parce qu'ils n'avaient pas commencé par un problème de Parkinson, ils avaient commencé par une agitation nocturne. Et en fait, en consultation, la personne venait pour un trou de l'odorat, et puis l'épouse à côté me dit, vous savez, la nuit, ça ne va pas si bien que cela. D'ailleurs, j'ai des bleus du même côté où mon mari dort. Parce que chaque fois qu'il dormait, il y avait une désinhibition et donc une agitation nocturne qui faisait qu'il vivait ses rêves. Eh bien, c'est un faisceau d'arguments qui nous fait dire, effectivement, là, il se passe quelque chose. Et si en plus, la personne tout de même, il faut y revenir, et il faudra encore y revenir, était en lien avec une consommation, un contact répété, surtout avec des pesticides, là, vous dites, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc ça, c'est plutôt l'idée d'un faisceau d'éléments. Les troubles de l'oral ne sont pas spécifiques de la maladie de Parkinson, mais on peut les détecter finement. Mais avant cela, on peut en tout cas en être surpris. Est-ce que ça répond à votre question ou bien je me suis fourvoyé politiquement? Mais non, en tout cas, moi, je pense que ça a donné des éléments supplémentaires. Je ne sais pas si les participants qui avaient posé ces questions… Il y a des centres, effectivement, qui peuvent les affiner avec des testings qui sont particulièrement nombreux, mais lourds et pas à la portée de tous. Je pense que l'odorat est aussi un signe prémonitoire de beaucoup de choses. Vous savez que c'est aussi un signe prémonitoire du Covid aussi, mais c'est surtout un faisceau d'éléments, trouble de l'odorat et agitation nocturne qui sont vraiment les deux piliers de ces signes précurseurs, avec en plus naturellement et les syndromes des jambes sans repos et les pesticides, et peut-être une certaine parentalité tout de même, parce que certains syndromes parkinsoniens sont tout de même génétiquement liés. Merci. Et alors, attends, pour la deuxième question, Gianni, parce que ça m'intéresse aussi la deuxième question. Oui, c'était… Des traitements alternatifs à la prise orale. Est-il déjà maintenant, ou alors a-t-on des perspectives dans le style des patchs ou autre chose, une autre façon en tout cas de traiter les gens plutôt que par la voie orale? Ça, c'est une vraie intéressante et difficile question. Parce qu'en fait, on a l'impression, lorsqu'on est jeune neurologue, qu'on peut tout traiter, jeune médecin, qu'on peut tout traiter avec des médicaments. Mais certains médicaments ne réagissent pas aussi bien. Certains troubles ne réagissent pas aussi bien aux médicaments. Et dans la maladie de Parkinson, il faut bien dire que les médicaments au sens large, et éventuellement la dopamine, n'agit pas tellement sur le trouble des auditions. Si, ça améliore les choses, mais ce n'est pas vraiment efficace. Donc c'est vrai que ce qu'il faut faire, c'est surtout les détecter au départ pour ne pas avoir de complications, avoir recours à un art de métier qui est incontournable, c'est la logopédie, les orthophonistes, qui font des merveilles tout de même dans la rééducation, dans aussi le tri des aliments à prendre aussi. Et il y avait eu dans l'association Parkinson une série d'événements aussi qui avaient aussi adapté la texture des substances à ingérer et aussi la coloration, la tonification du goût, etc. Donc tout ça entre en ligne de compte. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de médicaments au sens propre pour dire on va améliorer la déglutition dans la maladie de Parkinson, pour autant qu'on ne parle que de la maladie de Parkinson, naturellement. Il y a d'autres maladies qui peuvent y être associées. Et donc, je vois ça surtout vers la détection précoce de ces troubles qui peuvent apporter beaucoup de problèmes, dont en particulier les inhalations répétées. Et on voit souvent des patients qui sont hospitalisés de façon répétée en pneumologie, où on leur met un antibiotique pour traiter
leur inhalation, leur affection pulmonaire et qui sortent sans remise en question du traitement. Maintenant, ceci dit, si vous avez un parkinsonien, une parkinsonienne qui a une déglutition aléatoire et qui est bien jugulée par le traitement anti-parkinsonien classique, mais le fait de ne pas prendre régulièrement son traitement, effectivement, peut précipiter une situation qui était jusque-là plus ou moins bien équilibrée. Et on voit malheureusement cela aussi souvent dans certains hôpitaux, dans certaines circonstances hospitalières. Vous vous faites opérer et on arrête le traitement en se disant finalement, ce n'est pas trop important, on le mettra après. Et après l'opération, on vous réinstaure le traitement, mais on réinstaure le traitement de 0 à 10. Et donc, vous êtes en surdosage et vous ne le supportez pas. Donc, c'est un engrenage qui se met en place. Donc, il faut vraiment une véritable éducation thérapeutique, comme on disait, du système, parce que chaque intervenant de la santé, pris à part, en a bien conscience, est compétent, il fait attention, mais le système fait que parfois, nous sommes dans des situations particulièrement délicates qui aggravent une situation qui pourrait être réglée de façon différente. Et la déglutition, c'est très important. Les orthophonistes, les logopèdes s'occupent de déglutition, mais s'occupent aussi du langage. La dysarthrie, le fait de mal articuler la parole, fait que finalement la communication est tronquée. Et ces personnes parkinsoniennes qui ont toute leur intelligence, voire plus, parce que comme elles savent qu'elles ont difficulté à s'exprimer, elles choisissent leurs mots. Eh bien, ces personnes sont laissées de côté et s'isolent elles-mêmes de peur de ne pas être comprises, encore une fois, lorsqu'elles articulent mal leur discours. Donc, la relation patient-orthophoniste-logopède est particulièrement à privilégier, certainement, comme celle du kiné, de l'ergothérapeute, du psychomotricien et d'autres encore, et du psychologue, parce que dans tout ce que l'on a dit, si la dépression s'insinue dans un drame médical, elle aggrave ce drame médical et on n'en sort pas. Et si la dépression atteint aussi les dents proches, qui courageusement se met toujours en retrait de la personne malade, effectivement, ça déstabilise tout. Merci. Alors, 2 questions nous sont encore parvenues. On va peut-être terminer pour rester dans les temps avec ces 2 questions-là. Une très pratico-pratique, à savoir, à votre connaissance, existe-t-il une association belge des patients des jambes sans repos, comme il existe ECBOM en France? Je peux y répondre, oui, ça existait. En fait, le syndrome des jambes sans repos a été mis en exergue par une association qui était liée, parrainée par la française, mais malheureusement, elle n'a pas pu survivre faute de moyens surtout financiers, parce qu'il faut tout de même qu'une association puisse survivre. Et pour ça, il faut qu'elle soit connue. Nous faisions partie aussi du comité scientifique avec d'autres neurologues, et malheureusement, elle s'est éteinte. En France, je pense qu'elle perdure, mais d'autre part, le syndrome des jambes sans repos faisant partie aussi de la panoplie de l'association Parkinson, je pense qu'il y a une sensibilité qui peut être trouvée à ce niveau-là aussi. Mais l'association belge du syndrome des jambes sans repos, c'était Madame Gillet qui l'avait en place. Et bien malheureusement, c'est éteinte, faute de médiatisation, comme certains l'ont dit, faute de financiers, parce qu'effectivement, il faut savoir aussi que les associations de patients ne sont pas financées au sens propre. Chacun y va de sa propre initiative, de ses propres contacts, de façon persévérante et souvent courageuse, mais il n'y a aucun financement homogène de toutes ces associations et celles qui sont les plus faibles disparaissent, malheureusement. Mais elles étaient très utiles. Merci. Alors, l'autre question, c'est un peu une extrapolation, si j'ai bien compris, de l'intelligence artificielle ramenée à l'homme en tant que tel et concerne la neurogénèse. Donc voilà, la question fait état que début des années 2000, on montrait que l'homme pouvait régénérer les neurones. Il semblerait que les études de 2018 montrent l'inverse. Est-ce que vous avez quelques infos à nous donner là-dessus? Est-ce que ça pourrait être une piste aussi d'évolution pour les prochains traitements, les prochaines prises en charge, cette notion de neurogénèse? Moi, ce que j'ai appris dans mes lectures, c'est que la neurogénèse se poursuit après 70 ans, ce qui m'a fait très plaisir, mais j'ai quelques appréhensions pour y arriver naturellement. Donc, je ne pense pas que la neurogénèse s'éteigne. Là où il y a une voie d'avenir et qui est développée par certaines universités, en particulier, je pense, les neurosciences à l'ULB, c'est effectivement l'utilisation des cellules souches, qui sont ces cellules indifférenciées qui existent chez chacune et chacun d'entre nous à la base du cerveau,
qui n'ont pas de différenciation qualitative et que l'on peut réorienter, dans le Parkinson en particulier, pour synthétiser de la dopamine. Alors, tous les 5 ans, on nous dit, ça va passer dans la pratique dans les 5 ans qui viennent, on nous dit depuis maintenant 20 ans, c'est difficile, il y a eu plusieurs essais, il y a eu quelques essais aussi dans la maladie de Huntington d'ailleurs aussi, ça a fonctionné plus ou moins, mais globalement, c'est vrai que ça ne passe certainement pas dans la routine, mais c'est certainement une voie d'avenir. Voilà. Et merci beaucoup. Nous n'avons plus reçu de nouvelles questions. Je ne sais pas si, Christine, tu veux reprendre la parole pour conclure ou si on transmet les informations concernant le quiz. Peut-être qu'on pourrait faire le quiz alors. Voilà. Enfin, que tu pourrais faire le quiz avec Bruno. Le quiz est important puisqu'il va effectivement confirmer votre présence au centre d'accréditation. Je sais que c'est difficile, on sait que c'est difficile, hein. On est un peu des initiateurs là-dedans, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est en tout cas montré qu'on s'en était préoccupé et je pense que si vous répondez au quiz, on aura d'autant plus d'arguments pour dire vous étiez présent, donc il est normal que vous soyez accrédité. Merci. Donc, la première phrase était donc la multidisciplinarité enrichit à l'heure actuelle vos pratiques. Donc évidemment, il est bon que chacun puisse donner son avis, avec évidemment, comme toujours, le pas du tout d'accord, pas d'accord, neutre, d'accord ou tout à fait d'accord. Rien ne sera évidemment précis et nominatif, entre guillemets, dans le sens où chacun a le droit de donner son avis. C'est principalement pour cette accréditation et pour avoir votre avis pour le suivi, simplement. Donc, la deuxième, c'est la détection précoce qui améliore le mieux la qualité de vie du patient parkinsonien. Ensuite, nous avons aujourd'hui, il est indispensable d'utiliser les outils digitaux pour accompagner le patient parkinsonien. Donc, on va peut-être laisser la conclusion de la journée au docteur Franco. On a déjà beaucoup dit et on s'en voudrait de prolonger encore la soirée parce que finalement, il y a sûrement encore beaucoup de questions et ce sont des questions qui vont nous faire évoluer. En fait, on n'aurait pas su tout traiter et on s'est seulement limité à surtout se poser des questions et tout cela est encore à réfléchir et à mûrir dans l'avenir. Donc, si ça vous intéresse, effectivement, vous pouvez envoyer des messages sur eplc@scanet.be et je voudrais finir surtout par remercier et Fabienne Niès et tous les intervenants d'abord, hein, tous les intervenants parce que c'était particulièrement intéressant, émouvant, juste, honnête. Et finalement, l'intervention d'Isabelle Watts concluait bien, la cerise sur le gâteau, c'était parfait. Merci à toutes et à tous. Remercier aussi naturellement Elena Lux, avec lequel nous avons un partenariat depuis maintenant 25 ans. Puisque, lui, quoi. Ouais. Voilà, je donne cours et Oui. je force aussi depuis au moins 25 ans. Remercier Formanam, que nous a fait découvrir Lena Lux, qui est surprenante de compétences, de pédagogie, et personnellement, j'y ai beaucoup appris. Et j'espère qu'on continuera à travailler ensemble naturellement. Et remercier un peu vraiment toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance en s'inscrivant. Je pense qu'on aurait pu être plus nombreux, mais ça ce sera pour une prochaine fois. Remercier aussi les artistes peintres, parce que vraiment, c'était vraiment encore un bonheur de les retrouver. Et voilà, merci à toutes et à tous. Fabienne, à toi l'honneur de... Mais je crois que tu as tout dit, Jenny. Je n'ai rien à rajouter, si ce n'est que je te remercie d'avoir pensé à nous parce que c'est toujours une collaboration vraiment très intéressante pour les différentes parties. Et voilà, c'est comme ça qu'on commence l'interdisciplinarité. Je vois aussi dans le chat qu'il y a peut-être encore des personnes qui avaient envie de se manifester, soit dans les participants, soit dans les orateurs. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans le petit quiz, il y a un moyen de mettre des commentaires. Si vous avez d'autres questions, propositions, attentes, mettez-les et je pense que les PLC et nous, éventuellement, ils donneront suite sans aucun problème. Je vous remercie tous également pour votre participation, ainsi qu'à nouveau Formanam pour cette excellente organisation et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà.
Et nous vous donnons au moins rendez-vous avec le Belgian Brain Council et le PSC naturellement pour l'année prochaine, pour participer à d'autres colloques dans la même semaine, avec d'autres innovations de réflexion et de nourrissement aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Christine. Au revoir, merci.